Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en vlog lecture, du coup il faut que je me rattrape. On est le 10 janvier et aujourd'hui paraît un livre que j'attendais avec plus ou moins d'impatience. J'avais failli me l'acheter en VO et le lendemain de mon non-achat entre guillemets, j'ai découvert que Brajlon le traduisait et que l'apparition allait pas tarder. C'est donc chose faite, il est sorti aujourd'hui, c'est Les dieux de Jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia. C'est donc publié chez Brajlon et c'est, je crois bien, le premier titre de l'autrice qu'elle a écrit, mais c'est pas le premier à sortir en français. Je suis vraiment contente qu'il ait traduit et en plus ils ont gardé la couverture originale qui est de toute beauté. C'est un roman fantastique qui se passe au Mexique dans les années 20 et on va suivre notre personnage principal qui est Cassiopeia. De ce que je me souviens, notre héroïne subit sa vie, elle est obligée de vivre avec son grand-père qui est certes richissime mais qui la traite vraiment mal. Une genre de Cendrillon des temps modernes. Elle va tomber un jour sur un coffre dans la chambre de son grand-père et elle va malencontreusement libérer l'esprit du dieu Maya de la mort. Et ce dieu va lui demander son aide, en échange elle retrouvera sa liberté. Sur la 4e de couverture, il est noté entre autres un étourdissant voyage dans le Mexique des années 20 mêlant jazz, révolution, dieu, démon et magie. Et moi, il ne m'en faut pas plus. J'avais beaucoup aimé le premier titre de Silvia Moreno Garcia que j'avais lu, c'est Mexican Gothic. J'avais notamment adoré cette ambiance justement de Mexique. Dans ce titre-là, c'était dans les années 1950. Donc là, j'ai vraiment hâte de retrouver à la fois sa plume et sa façon de nous plonger dans cette ambiance, cette fois-ci dans les années 20 et surtout auréolée de jazz. Ça me donne trop envie. Donc c'est le premier livre de ce vlog, il fait un petit peu plus de 300 pages, donc je pense le terminer sur les quelques jours que durera ce vlog. Et si jamais j'ai le temps, je voudrais aussi lire un autre titre qui vient de paraître, ça fait une semaine qu'il est sorti, et je me retiens de le lire pour le moment. C'est une suite de saga, mais c'est aussi la fin d'une saga, puisque c'est le tome 2 d'une duologie. C'est Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Le tome 2, donc, le premier c'était Celle qui devint le soleil. Je fais pas exprès, mais celui-ci aussi il est publié chez Brajlon. Non, ce vlog n'est pas sponsorisé. Ce titre aussi c'est du fantastique, sauf que là on est plongé dans la Chine médiévale du XIVe siècle. Quand j'avais lu le premier tome, j'étais assez mitigée, j'aimais bien ma lecture tant que j'étais plongée dedans, et dès que j'arrêtais, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Donc c'était sympa mais sans plus pour moi. Sauf que, à force d'y penser et de le laisser traîner, eh bien plusieurs semaines et plusieurs mois après l'avoir lu, il m'a profondément marqué. Et je pense avec le recul que c'est l'une de mes meilleures lectures de 2023. Donc, le tome 2 vient de sortir, c'est la fin de cette duologie. Il est assez gros quand même. Je crois même qu'il est plus gros que le premier tome. Je suis quand même pressée de retrouver ces personnages qui sont quand même moralement gris. Donc, trêve de blabla, je vais me plonger dans mes lectures. Je vous retrouve parce que j'ai déjà lu une trentaine de pages, les 2 premiers chapitres des Dieux de Jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia. Je sais pas encore si je vais aimer ou pas. 30 pages c'est encore trop court pour me faire une idée. Ceci dit, il y a des choses quand même déjà pas mal intéressantes qui ressortent. Donc j'ai lu les 2 premiers chapitres. Dans le premier, on nous présente donc Cassiopeia, qui est une jeune fille. On sait pas trop l'âge qu'elle a, mais je pense qu'elle a 18-20 ans. Et on nous la présente dans sa famille, comme je vous le disais, ça fait un peu Cendrillon des temps modernes. D'ailleurs, c'est ce qui est noté dans le livre. Elle s'en amuse entre guillemets. Donc elle vit chez son grand-père avec toute sa famille. Ça m'a beaucoup fait penser à l'intro de L'Hacienda d'Isabel Cañas. C'est un petit peu la même idée. Dans les 2 cas, on a une jeune fille orpheline de père qui se retrouve obligée de vivre avec sa mère dans sa famille qui la déteste et qui la considère comme une moins que rien.
Elle se retrouve à faire toutes les tâches ménagères que personne ne veut faire et elle est vraiment pas forcément maltraitée, mais elle est pas bien traitée du moins. Et Cassiopeia est forcée de vivre dans cette famille puisqu'elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de moyen de fuir cette famille. Mais elle espère économiser petit à petit un petit peu d'argent pour retourner vivre à Mérida, qui est l'endroit où elle est née et elle a vécu une grande partie de sa vie avec sa mère et son père avant qu'il ne décède. Bref, donc dans le premier chapitre, on nous présente cette famille et ses conditions de vie. Et dans le deuxième chapitre, on a ce fameux événement qui va faire démarrer l'histoire, c'est-à-dire que Cassiopeia va se retrouver seule à un certain moment dans la bâtisse de sa famille et elle va ouvrir ce fameux coffre qui lui était interdit jusqu'à présent. Et elle va malheureusement libérer le dieu Maya de la mort, elle qui croyait ouvrir ce coffre pour pouvoir trouver un trésor ou du moins quelques pièces d'or et pouvoir se les mettre dans la poche, ce qui aurait pu l'aider à fuir sa famille. Donc voilà, j'en suis là pour le moment. Elle se retrouve embarquée par le dieu Maya de la mort pour retourner à Mérida, il appelle ça la Cité Blanche. Et il nous a juste très rapidement expliqué qu'il s'est retrouvé maudit par son frère qui l'a enfermé dans ce coffre. Et il lui a arraché un œil, une oreille et un morceau de doigt. Et tant qu'il n'a pas récupéré ces morceaux de corps, il est plus ou moins lié à Cassiopeia qui l'a libéré. Et tant qu'ils sont liés et qu'ils ne lèvent pas la malédiction, Cassiopeia est obligée de le suivre, sinon elle mourra. J'ai un petit peu la sensation que c'est raconté dans un format conte pour adultes. À voir si c'est une impression qui me reste au fur et à mesure de ma lecture. Mais pour le moment, c'est, j'avoue, quelque chose qui me gêne un petit peu, mais en même temps, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait que je considère ça comme un conte pour adultes. Du coup, je vous dirai ça un petit peu plus tard. Un petit update lecture des dieux déjà des d'ombre, puisque je suis arrivée à la moitié de ma lecture et je crois que ça va être un avis assez mitigé. Je vous avais dit dans mon résumé de ce titre, et c'est aussi écrit sur la 4e de couverture, que l'histoire se déroule pendant les années 20 au Mexique et durant l'âge d'or du jazz, du Charleston, bref, les années 20 quoi. Et c'est l'une des raisons principales qui fait que j'avais choisi de lire ce livre très rapidement. J'avais hâte de découvrir ce côté Mexique, mais dans les années 20, de retrouver un petit peu tout ce folklore-là à la sauce Charleston. Et pour le moment, c'est pas trop ça. Comme je vous le disais, je suis arrivée à la moitié du livre et franchement, niveau ambiance, j'ai du mal à me dire que ça se passe pendant les années 20. J'ai du mal à me dire que ça se passe au Mexique. Et en fait, il y a très peu de descriptions. Enfin, il y a beaucoup de descriptions, mais sur le côté mythologique et sur les aventures de Cassiopeia et du dieu qu'elle accompagne, Unkame. Mais sur l'ambiance en général que je recherchais, ben, il n'y a pas grand-chose. Par contre, si c'est le côté mythologie maya, le côté dieu maya et toutes les légendes mexicaines qui ressortent que vous cherchez dans ce titre, alors là pour le coup vous allez être comblé. D'autant plus que Cassiopeia et Unkame, donc le dieu maya de la mort, durant leur pérégrination, ils vont rencontrer quelques personnages, quelques créatures du folklore maya et ça, j'avoue que c'est vraiment plutôt sympa, d'autant plus que personnellement, je connais pas grand-chose à la civilisation maya et à toutes ses cultures, ses mœurs et sa mythologie. Du coup, c'est quand même pas mal expliqué et c'est plutôt bien amené. Autrement, en ce qui concerne l'écriture de Silvia Moreno Garcia, ça se ressent que c'était son premier titre, du moins c'est pas du tout la plume que j'avais découvert dans Mexican Gothic, le premier livre que j'ai lu d'elle, le seul livre que j'ai lu d'elle, à part celui-ci. C'est complètement différent, d'autant plus que comme je vous le disais précédemment, j'ai la sensation de lire un conte pour adultes, d'autant plus qu'on retrouve de temps en temps les points de vue d'autres personnages, notamment de Cirilo, le grand-père de Cassiopeia, celui qui était en possession du coffre où on a découvert les os de Unkame. Et on suit aussi de temps en temps le cousin de Cassiopeia qui s'appelle Martin et qui est un peu son harceleur. Donc il y a vraiment ce côté conte pour adultes qui ressort énormément, que personnellement je n'apprécie pas trop. Je suis pas vraiment fan de ce genre
d'orientation, mais je sais que ça peut plaire à énormément de personnes. C'est tout ce que je peux en dire pour le moment. Je vous dirai mon avis complet du coup à la fin quand j'aurai terminé ce livre. Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 15 janvier. Ça fait 2-3 jours que je ne vous ai pas pris en caméra, mais du coup j'ai eu le temps de terminer Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ma première déception de l'année. Pour tout vous dire, j'ai vraiment eu du mal pour aller jusqu'à la fin de cette lecture, mais je me suis quand même plus ou moins forcée. J'avais l'espoir qu'avec la fin, les révélations, ça aille un petit peu mieux, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Le rythme est assez inégal, les personnages sont à mon goût pas assez approfondis, le côté jazz age et immersion dans le Mexique, franchement je l'ai très peu retrouvé. Et finalement les thèmes qui y sont abordés comme la quête d'identité, la liberté, l'amour, l'émancipation, ça reste quand même très survolé. En gros j'ai plutôt la sensation que c'est un conte qui reprend quand même le folklore mexicain et qui est basé sur les mythes et légendes mayas, mais ça reste assez en surface. Ceci dit, je pense que les amateurs et amatrices de romantésie et de romance tout simplement, ça pourrait vous plaire. Et celles et ceux qui seraient aussi intéressés par un roman avec pas mal de mythologie maya, ça peut vous intéresser aussi. Autrement, si vous souhaitiez lire ce livre pour découvrir la plume de Silvia Moreno Garcia et ou être plongé dans le Mexique et les années 20, passez votre tour. Je sais que j'avais dit qu'après ça, je lirais Celui qui noyait le monde de Shelley Parker Chan pour terminer une duologie. Mais il y a quelque temps, dans une précédente vidéo, je pense que c'était ma vidéo pile à lire de l'automne, je vous avais parlé de Jacques Expert et de ses romans policiers. J'en ai lu un jusqu'à présent, c'est Qui ? Et ce roman m'avait vraiment marqué. Et vous avez été plusieurs à me suggérer de lire Hortense. C'est assez bizarre parce que les personnes qui m'ont parlé de Jacques Expert ne m'ont parlé que d'Hortense. Donc, j'ai regardé à la médiathèque s'il était disponible il y a quelques semaines de ça. Je l'ai réservé, je l'ai récupéré et du coup, j'ai commencé à le lire. J'avais besoin de sortir de cet univers fantastique et de cette déception qu'avaient été Les Dieux de Jade et d'Ombre. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de lire un titre qui est déjà dans ma pile à lire, qu'il faut que je lise quand même assez rapidement pour pouvoir le rendre à la médiathèque. Et je pense que je prends très peu de risques avec Jacques Expert, déjà parce que il m'avait marqué, même si j'ai lu qu'un seul de ses titres. Et surtout, je me suis dit qu'avec les recommandations que j'avais eues pour Hortense, je risquais de prendre très peu de risques. Ici, c'est un roman policier à double temporalité. En 1993, la petite Hortense de Lalande, qui a presque 3 ans, se fait enlever assez violemment à son domicile et sa mère Sophie est évidemment complètement bouleversée, elle va tout faire pour la retrouver. Puis en 2015, on retrouve Sophie, 22 ans plus tard donc, et Hortense n'a toujours pas été retrouvée. Elle a plus ou moins abandonné l'idée de la revoir un jour, de la retrouver malgré tous ses efforts. Et elle croise par hasard une jeune fille qui lui ressemble trait pour trait. Évidemment, Sophie va tout faire pour se rapprocher de cette jeune femme et on nous dit sur la 4e de couverture qu'elle sympathise avec elle et qu'elle tente d'en savoir plus. Cette relation qui se noue alors va vite devenir l'objet de bien des mystères. Et on ajoute, Sophie ne serait-elle pas la proie d'un délire psychotique qui lui fait prendre cet inconnu pour sa fille ? Et la jeune femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît ? J'en suis déjà à 1/3 de la lecture, j'ai vraiment du mal à décrocher, c'est hyper prenant. Même si le rythme est quand même assez long, ça reste un parti pris de l'auteur que je trouve très intéressant puisque du coup on est vraiment dans la peau de ce personnage de Sophie qui a vécu ses 22 dernières années comme un calvaire sans fin.
On suit donc ici le point de vue de Sophie, comment elle a rencontré le père d'Hortense, ce qui s'est passé entre eux, la naissance d'Hortense, pourquoi elle a choisi d'élever sa fille seule, puis l'enlèvement et l'enquête autour de ce kidnapping. C'est vraiment très intéressant puisqu'on suit donc majoritairement le point de vue de Sophie, mais de temps en temps, entre quelques chapitres, on a des extraits de procès-verbaux de différentes personnes qui ont été interrogées dans le cadre de cette enquête, que ce soit des policiers, des enquêteurs, mais aussi la famille de Sophie, et les membres de la famille de la personne qu'on considère comme le kidnappeur d'Hortense. Donc on a parfois des points de vue qui vont dans le sens de Sophie et de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a traversé, mais on a aussi d'autres points de vue qui viennent plus ou moins contredire la version de Sophie. Je trouve ça hyper intéressant, d'autant plus que Jacques Expert a vraiment un don pour créer des personnages vraiment humains et leur faire vivre et traverser un quotidien et des drames dans lesquels on a nous-mêmes notre place. C'est vraiment... En fait, ce sont des gens comme tout le monde, et ce qui se passe ici, c'est un fait divers. On pourrait très bien en être nous-mêmes victimes. Bref, du coup, c'est hyper prenant. Je l'ai commencé hier soir et comme je vous le disais, je suis déjà à un tiers de ma lecture. J'aimerais vraiment le terminer d'ici ce soir, voire demain, parce qu'il me reste 200 pages. Ça se lit vite. Comme je vous le disais, c'est aussi hyper prenant et au plus j'avance, au plus le mystère s'épaissit et j'ai encore plus envie de savoir ce qui s'est réellement passé, qui dit la vérité, qui ment, puisque finalement on a énormément de versions différentes. Et la troisième chose que j'avais à vous dire dans ce clip, c'est peut-être que vous vous en souvenez, dans ma vidéo Book Haul de Noël, je vous proposais de voter pour ma prochaine lecture. Je vous avais dit que vous aviez jusqu'au 15 janvier pour voter. On est donc le 15 janvier. Certains d'entre vous ont voté sous la vidéo et majoritairement vous avez voté pour l'Empire d'Or de Shannon Chakraborty. C'est le tome 3 de la saga de fantasy orientale Le Livre de Daevabad, ou La Cité de Daevabad, je ne sais plus. Bref, vous avez été plusieurs à m'inviter à terminer et à clôturer cette trilogie. J'avais aussi posté le vote sur Instagram en story et vous avez été encore plus nombreux à voter. Le résultat a complètement bouleversé celui de la vidéo sur YouTube puisque vous avez été une très grande majorité à voter pour que je lise, ou du moins pour que j'écoute, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc je pense que quand j'aurai terminé Hortense, initialement j'avais prévu de lire Celui qui noya le monde parce que j'ai quand même envie de clôturer cette duologie. Mais je suis le genre de personne qui a énormément de mal à avoir 2 lectures en cours en même temps, même si c'est une en papier et une en audio. Donc je vais terminer Hortense, je vais écouter Les 7 maris d'Evelyn Hugo parce que ça me fait trop envie depuis longtemps. Puis je terminerai ma duologie, mais là je pense que du coup ce sera pas dans ce vlog, sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Bref, sur ce, je vais continuer ma lecture. Je vous retrouve parce qu'on est mercredi et j'ai dévoré Hortense, je l'ai terminée lundi soir dans mon lit et la fin m'a complètement bouleversée. C'était prévisible mais le rythme était tellement soutenu que j'ai pas réussi à me déscotcher de ma lecture et je l'ai terminée le soir même. Et je dois dire que même si la révélation finale m'a complètement désarçonnée, j'avais quand même émis cette hypothèse à un moment dans le livre, je sais plus à quel moment, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais lu. C'est juste que je me suis dit, tiens, cette révélation-là, c'est quelque chose qui peut arriver dans ce type de thriller et que j'ai déjà vu arriver dans des films ou dans d'autres lectures. Et je m'étais dit, ah tiens, ça serait sympa si c'était ça. Et puis la seconde d'après, j'avais complètement oublié cette hypothèse. Sauf que c'était ça, et il y avait absolument rien qui aurait pu laisser présager que c'était ce genre de choses.
À tel point que quand j'ai fini ma lecture, je suis restée les yeux grands ouverts dans mon lit et j'ai pas fait une nuit blanche, mais je me suis tapé une sale insomnie parce que j'arrêtais pas de réfléchir au pourquoi du comment et je me refaisais tout le déroulement de l'histoire dans ma tête en me disant non mais alors ça pouvait être ci, ça pouvait être ça. Bref, moi j'étais comme ça dans mon lit et c'est aussi pour ça que je vous ai pas pris hier. J'étais tellement fatiguée, tellement migraineuse, j'aurais pas pu vous en parler. Donc là je l'ai terminé il y a plus de 24 heures, ça m'a laissé le temps de décanter un petit peu, de lire d'autres avis de lecture, de réfléchir un peu plus tranquillement à tout ce qui s'était passé. Et alors autant sur le coup, je me suis dit waouh, grandiose, Jacques Expert, trop bien. Et là maintenant, je suis plus mitigée en me disant ok, mais pourquoi? On a plein de questions qui restent sans de réponse. On a encore plus de questions qui arrivent du coup avec la révélation finale, qui arrive vraiment à l'avant-dernière page, sachant que la dernière page c'est juste un épilogue de une demi-page. Bref, je me pose énormément de questions et je me demande si finalement il était si bien que ça. Il n'empêche que j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture et je vous la recommande si vous aimez évidemment les thrillers psychologiques, d'autant plus qu'ici on parle d'enlèvement d'enfants, de kidnapping, de relations familiales, mais aussi de relations avec la vérité finalement, et comment un événement peut entacher le destin de plusieurs personnes. Et donc, comme j'ai terminé Hortense il y a un peu plus de 24 heures, j'ai commencé à écouter Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai donc en livre audio. Et j'en suis déjà à peu près 25%. J'ai dû écouter un bon tiers du livre, puisqu'il me reste environ 9 heures d'écoute sur un total de 12h30. Et je dois dire que j'aime plutôt pas mal, même si je pense que je serais encore plus happée par ma lecture si je l'avais en version papier et si je pouvais le lire vraiment. Je suis pas la plus grande fan de livres audio, mais j'essaie de sortir de ma zone de confort. Bref, dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo, si jamais vous ne l'avez pas lu, parce que j'ai l'impression d'être la seule personne sur la planète à ne pas connaître cette histoire, on va suivre Monique Grant, qui est une journaliste de petite envergure dans un magazine, et elle va se faire contacter par les agents d'Evelyn Hugo, qui est une star internationale incontestée, mais assez âgée. Evelyn a décidé de confier toute la vérité sur sa vie, et notamment sur ses 7 mariages, et elle tient absolument que ce soit Monique qui soit chargée de recueillir ses mémoires et d'en écrire un livre. Pour l'instant, j'aime beaucoup parce que j'ai la sensation que ça va être un roman très féministe, parce qu'au travers de la vie d'Evelyn Hugo, c'est finalement de la condition des femmes qu'on va parler, puisqu'Evelyn, elle a commencé à être une star, à être connue dans les années 50, fin des années 50 je crois. Donc on va parler de la place de la femme dans cette société à cette époque, mais aussi de l'envers du décor dans ce monde de strass et de violence conjugale. Comme je vous le disais, il me reste 9 heures d'écoute, donc je suis pas sûre de le terminer puisqu'il est presque 11 heures déjà. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'écoute non-stop jusqu'à ce soir et je pense pas que ça soit possible, mais je vais essayer. En tout cas, c'est sûr que je vais bien avancer puisque j'aimerais terminer mon puzzle en cours et j'aimerais aussi emballer quelques petits cadeaux puisque j'ai décidé cette année que pour le mois de décembre 2024, je me préparais un calendrier de l'Avent de mois à mois. Et donc je me suis déjà acheté plein de petites choses que j'aimerais emballer et de toute façon comme on est début janvier et que je pense que les derniers cadeaux je vais les acheter courant février, bref, j'aimerais emballer ces cadeaux le plus rapidement possible pour pouvoir tout simplement les oublier et avoir de nouveau la surprise de les découvrir quand je les ouvrirai au mois de décembre. Donc je vais aussi m'atteler à tous ces petits emballages en écoutant Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et il faut aussi que j'aille à la médiathèque déjà pour rendre Hortense puisque je l'ai terminé. Et j'aimerais aussi récupérer 3 titres que j'ai réservés et qui sont donc maintenant disponibles pour un prochain vlog lecture. Donc je ne vais pas vous les montrer en caméra, mais je pense que c'est un vlog qui va vous plaire.
Les amis, je vous retrouve, il est temps de conclure ce vlog. La première chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'en ai profité pour terminer mon puzzle 1000 pièces. Il est géant, mais il est trop beau, je suis trop contente. Maintenant, il faut que je choisisse où je vais le mettre. En attendant, on ira juste derrière moi. Je l'ai terminé en écoutant mon livre audio des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et je crois que la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que le format livre audio, c'était sympa, mais c'était pas forcément le format le plus engageant pour moi pour ce livre. Je retire tout ce que j'ai dit. En fait, je crois que j'étais juste pas encore arrivée dans le plus gros de l'histoire et dans le plus beau de l'histoire. Puisque quand je l'ai repris, juste après vous avoir parlé, puisque je l'ai repris en chemin pour aller à la médiathèque, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et ça faisait peut-être 5 minutes que j'avais relancé ma lecture audio. Du coup, je prends pas trop de risques en vous disant que ça a été un coup de cœur. J'ai pas arrêté de chialer. De sourire aussi parce que j'ai beaucoup pleuré, mais c'est pleurer d'émotions, pas forcément de tristesse, même s'il y a des passages tristes et où oui, j'ai pleuré parce que j'étais dévastée. Mais aussi et surtout parce que c'était trop beau. C'était une histoire d'amour magnifique, une histoire d'amitié magnifique aussi. J'ai adoré voir l'envers du décor du point de vue d'Evelyn Hugo qui était forcément personnage principal de sa propre histoire. Et je me suis aussi énormément attachée au personnage. Bref, je suis ravie que vous l'ayez choisi pour ma première lecture surprise de l'année. D'autant plus qu'il faisait partie aussi de ma pile à lire ultime pour 2024. Donc j'ai déjà coché 2 livres en réalité. Celui-ci et Les Dieux de Jade et d'Ombre que j'avais acheté et que j'ai donc lu au début de ce vlog. Et non seulement Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça a été une super chouette lecture. Je peux déjà vous dire que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Ouais, rien que ça. Donc, pour récapituler, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, foncez, c'était génial. Surtout si vous cherchez une magnifique histoire d'amour, une magnifique histoire d'amitié, des personnages hauts en couleur, mais aussi avec des thèmes profonds comme la rivalité, la violence conjugale, domestique, et une histoire de quête d'identité entre guillemets, puisque on va vite se rendre compte que le personnage d'Evelyn Hugo en tant qu'actrice n'est pas du tout la même personne qu'Evelyn Hugo en tant qu'être humain, et j'ai adoré voir ces 2 facettes-là de sa personnalité. C'était le cas pour notre personnage principal, mais ça l'est aussi pour la majorité de son entourage. Bref, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, allez-y, c'était trop bien. Hortense de Jacques Expert, sur le coup, j'ai beaucoup aimé, et après, avec le recul et les réflexions, j'ai trouvé que la révélation finale n'avait pas de sens, pas logique. Mais le chemin pour y arriver, j'ai adoré. Je m'en suis fait des nœuds dans le cerveau, mais c'était trop bien. Là aussi, on explore beaucoup le sujet des relations entre êtres humains et surtout les facettes et la relativité de la vérité. Et enfin, malheureusement, la déception du vlog est sûrement une des déceptions de l'année, c'est Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia, un titre que j'attendais pourtant avec impatience. Malheureusement, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais puisque je voulais retrouver la plume que j'avais découverte dans Mexican Gothic et c'était pas le cas. Je voulais retrouver une ambiance mexicaine dans les années 20 et voir un peu le faste de cette époque. C'était pas le cas. Par contre, si vous êtes amateur, amatrice de romantécie et de mythologie maya, je pense que ça va vous plaire. Voilà les amis, c'est tout pour ce vlog lecture. J'avais prévu de lire Celui qui noya le monde et de terminer une duologie de romans historiques fantastiques, mais du coup ce sera pour une prochaine fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!